Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. dans ce webinaire sur les réseaux sociaux en 2025. On est ravis avec Alexis de vous accueillir et d'essayer de vous partager des bonnes pratiques et les nouvelles règles du jeu sur les réseaux sociaux en 2025. Hop, et bien du coup, pour animer ce webinaire, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour tout le monde. Donc Alexis qui est directeur conseil chez Magnetic Way et moi je suis Hervé Schluraf, je suis le fondateur de l'agence Magnetic Way et c'est nous qui allons animer ce webinaire. Ce webinaire qui du coup va suivre le plan suivant. Dans la première partie, on va essayer de vous partager notre vision des évolutions récentes des différents réseaux sociaux, puisque il y a quand même pas mal de choses qui bougent et ça impacte les stratégies des marketeurs IT B2B. Ensuite, évidemment, on fera un zoom sur LinkedIn en 2025, qui reste le réseau social de prédilection dans le secteur de l'IT et plus largement en B2B. Donc, pour faire un point sur les formats, la formule premium qui est sortie récemment, partager quelques bonnes pratiques sur les ads, notamment pour vous aider à mieux comprendre comment on met en place une stratégie gagnante. Et puis pour terminer, on fera un petit zoom sur la grosse tendance vidéo qu'on ne peut pas ignorer, nous, marketeurs, puisqu'on voit bien que sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn y compris, la vidéo prend une place de plus en plus croissante. Ça répond à la stratégie des réseaux sociaux et ça va dans le sens des algorithmes. Donc, on partagera enfin, pour terminer, quelques bonnes pratiques là-dessus. Et pour démarrer, juste quelques mots sur Magnetic Way, très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Magnetic Way, c'est une agence conseil marketing spécialisée pour les éditeurs de logiciels et les ESN. Pourquoi agence conseil marketing ? Eh bien parce que toute l'équipe de Magnetic Way, on est une douzaine, est composée exclusivement de marketeurs IT B2B très expérimentés. Donc qui ont les réponses aux questions que se posent nos clients et qui, ensemble, mettent en œuvre des campagnes marketing multicanales avec un savoir-faire complet de la stratégie à l'opérationnel, donc qui permet à nos clients de leur donner les meilleurs conseils sur les plans marketing et les stratégies marketing, et puis ensuite d'avoir le volet agence, donc de délivrer des prestations opérationnelles en SEO, SIA, social ads, refonte de sites, création de chartes graphiques, création de contenu, storytelling et bien entendu marketing automation où nous sommes un gros partenaire en France de web mécanique et aussi de HubSpot pour les plus grandes entreprises. Voilà pour l'intro et je laisse la parole à Alexis. Ouais, merci Hervé. Avant de rentrer effectivement plus en détail dans les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on voulait quand même prendre un tout petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce début 2025. On sait que la conjoncture globalement politique, géopolitique et puis tout ce qui se passe au niveau mondial amène en fait les marketeurs que nous sommes à se poser beaucoup de questions sur quels sont les réseaux finalement sur lesquels on doit continuer à parier sur l'avenir et est-ce qu'il y a des repriorisations à faire en ce début 2025. Et en effet, c'est vrai que on voit bien qu'il y a un certain nombre de turbulences finalement qui se passent compte tenu des récents événements, et notamment ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques mois. Mais finalement, c'est juste une amplification de dérives qui étaient historiques finalement sur le réseau, qui étaient un petit peu moins conséquentes auparavant. Et on voit qu'effectivement, il y a une forte tendance à ce que les débats se polarisent beaucoup. Parce que on a certains réseaux qui deviennent de plus en plus associés à des courants de pensée, notamment des courants de pensée politiques. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'entre-soi qui se développe dans les communautés, ce qui est un petit peu antinomique finalement avec l'esprit des réseaux sociaux initialement, et qui ont tendance à devenir un peu des caisses de résonance pour certains avis politiques, on va dire. Et puis la moindre contradiction peut vite tourner au pugilat. Et c'est vrai qu'en tant que marque aujourd'hui, on se pose la question de se dire est-ce que finalement rentrer dans cette arène, est-ce que c'est dangereux ou pas pour moi. On voit également du coup dans cette droite lignée qu'il y a une certaine instrumentalisation notamment de certains réseaux. On voit aussi que il
y a quelques évolutions qui vont pas dans le bon sens, c'est-à-dire que par exemple il y a le réseau Meta a annoncé que le fact-checking allait être minimisé, en tout cas aux États-Unis, mais peut-être que voilà, l'Europe sera impactée aussi. Voilà, tout ça ça fait aussi que certains réseaux portent des valeurs qui sont pas tout à fait alignées avec les nôtres en tant qu'annonceurs. Et donc, on se retrouve pas forcément en adéquation avec ces réseaux-là. Et donc, ça crée aussi des interrogations. Tout ce terreau-là, finalement, il fait aussi que certaines plateformes qui étaient moins connues, méconnues jusqu'à présent, finalement, sont en train aussi de monter en puissance. Et on se questionne à ce propos-là et on va y revenir. Et puis, ce qu'on a vu, c'est aussi un départ d'une certaine frange de leaders d'opinion, que ce soit des journalistes, des grands médias, des politiques, qui ont quitté notamment X, pour ne pas le citer, dans les semaines qui viennent de s'écouler, pour migrer sur d'autres réseaux. Donc tout ça, finalement, ça fait qu'on peut se questionner légitimement en tant que marketeur sur la stratégie à adopter en 2025 par rapport aux réseaux sociaux. Et finalement, est-ce que ces réseaux-là sont pas en train de devenir un terrain un peu glissant dans lequel on voudrait pas forcément s'embarquer, parce que l'idée c'est pas non plus d'être pris dans des feux croisés de débats un peu échaudés sur les réseaux. Donc ça, c'était, on va dire, la petite introduction, pas forcément hyper positive. Néanmoins, quand on essaie de prendre un tout petit peu de recul et qu'on regarde les chiffres, on voit dans une étude là, qui a été menée par un cabinet norvégien qui s'appelle Meltwater, qui fait une grosse étude annuelle sur l'usage des réseaux sociaux, que globalement, les équipes marketing ont décidé en 2025 de maintenir leur effort sur les réseaux sociaux et même de l'augmenter pour certaines d'entre elles. On voit notamment, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, les chiffres pour le B2B qui sont sans appel, sur le fait que effectivement c'est toujours un canal de choix pour les marketeurs. Ça va être toujours un ingrédient privilégié de nos stratégies marketing. Donc ça fait quand même un petit peu aussi relativiser finalement tout le bruit qu'on peut avoir en ce moment, et la question finalement c'est pas est-ce qu'il faut continuer à aller sur les sociaux, c'est plutôt comment est-ce qu'on le fait. Et ça, du coup, il y avait d'autres chiffres qui étaient intéressants dans cette étude que je vais vous montrer tout de suite, notamment quand on pose la question aux marketeurs quels sont les réseaux sur lesquels ils envisagent de passer plus de temps, d'accorder plus de ressources en 2025. On voit qu'il y en a un certain nombre qui se dégagent. On voit qu'il y a Instagram et TikTok, évidemment, mais on voit aussi qu'il y a LinkedIn, qui nous intéresse particulièrement en tant que marketeur B2B, qui est un réseau sur lequel, voilà, globalement, les marketeurs ont décidé de passer plus de temps, d'accorder plus de ressources. Et quand on prend le miroir de tout ça et qu'on pose la question inverse, et ben là, sans surprise également, alors à la fois Facebook, qui est un réseau, on le sait, qui est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques années, mais aussi et surtout Twitter, enfin X maintenant, sur lesquels on a décidé de temporiser un tout petit peu et de limiter les efforts qui vont être dépensés cette année. Et finalement, c'est assez logique quand on voit comment est-ce que la plateforme X évolue. Quand on regarde sur les 2 dernières années depuis l'arrachat par Elon Musk, on voit des chiffres, des indicateurs qui sont pas très rassurants sur la plateforme, notamment une perte du nombre d'utilisateurs actifs. Donc on parle de moins 20% d'utilisateurs actifs aux USA, c'était une étude du Financial Times qui avait donné ce chiffre, moins 30% au UK entre l'été 2023 et l'été 2024. Donc c'est probablement une tendance aussi qui est en train de continuer vu l'ambiance en ce moment sur ce réseau-là. Moins 35% d'utilisation quotidienne. On est passé de 38 minutes à 24 minutes en moyenne par jour pour les utilisateurs qui reviennent quotidiennement. Et puis aussi 40% de revenus publicitaires en moins pour la plateforme, ce qui d'une part la met en danger probablement par rapport à son modèle économique, mais aussi c'était une étude de CNN là qui nous disait que 30% des annonceurs ont décidé de réduire leur budget marketing publicitaire alloué à X cette année. Donc ça donne finalement ça nous donne l'occasion de prendre un peu de recul par rapport à ce réseau-là. Faut aussi garder en tête quand même que X aujourd'hui ça reste 400 millions d'utilisateurs, que c'était quand même un canal où les communautés, notamment autour de nos enjeux tech, B2B, étaient assez présents, sont toujours présents. Mais c'est vrai que du coup, l'ambiance fait qu'il faut probablement prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette plateforme-là. Donc, notre recommandation par rapport à ça, c'est de limiter cette année, en tout cas tant qu'on n'y verra pas plus clair sur le futur de la plateforme, les ressources que vous allez y allouer,
mais pas de l'abandonner complètement, parce que déjà on ne sait pas, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, les choses vont changer. Et puis il y aura toujours une frange des utilisateurs à qui on veut parler qui resteront sur X. Donc finalement, l'idée sera plutôt de réduire un tout petit peu sa présence, mais quand même rester en veille du coup pour voir ce qui se passe là-dessus. Mais quand on dit ça, finalement, ça nous laisse une deuxième question qui est qu'est-ce qu'on va utiliser comme réseau alternatif, puisque du coup, c'est vrai que X avait une place bien particulière dans nos stratégies social media. Et c'est l'occasion de s'interroger aussi sur quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous. Et dans ce qu'on catégorise comme les réseaux de microblogging, donc auxquels appartient X, il y a 3 options qui sont en train d'émerger. Donc il y a Threads qui est le réseau de Meta, qui est le réseau clairement qui a pris de l'avance sur les 3 qu'on cite aujourd'hui, puisqu'en fait, il est poussé aussi par son lien de parenté avec Instagram. Instagram fait beaucoup de promotions sur les posts Threads, et quand on s'inscrit sur Threads, on a la possibilité de récupérer la liste de ses abonnés Instagram. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup favorisé pour ça, et la courbe d'adoption a été assez rapide de ce point de vue-là sur Threads. Pour autant, les marques ont commencé à y prendre la parole, mais c'est encore un peu timide. On n'a pas retrouvé finalement le niveau d'interaction qu'on pouvait avoir à l'époque sur Twitter. Et puis surtout, toute la partie publicitaire est encore balbutiante. Ils viennent tout juste d'annoncer les premières expérimentations autour de la publicité. C'est pas du tout disponible en Europe. Et donc finalement, il y a aussi quand même un pan qui manque aujourd'hui pour supporter nos campagnes marketing. Donc c'est clairement aujourd'hui la plateforme qui est la mieux placée pour concurrencer X. Pour autant, on n'a pas encore retrouvé une alternative. En tout cas, elle n'a pas atteint la masse critique pour le remplacer définitivement. Il y a 2 autres réseaux du coup qui sont dans une philosophie un tout petit peu différente. Il y a Blue Sky qui était un réseau qui a été issu de Twitter à la base, et qui propose une expérience utilisateur qui est extrêmement similaire à ce qui était Twitter, même pour dire 100% copier-coller. C'est finalement, d'un point de vue UX, comme je disais, l'alternative à Twitter la plus logique. Pour autant, on est sur un nombre d'utilisateurs inscrits qui est 10 fois inférieur à celui de Threads. Donc on a encore très peu d'utilisateurs. On voit que les marques ont commencé à créer leur compte sur la plateforme, mais c'est encore très très peu actif. Donc c'est plutôt un réseau à surveiller. Ça pourra constituer une opportunité dans le futur, mais pour l'instant, notre opinion là-dessus, c'est que ça ne mérite pas forcément d'y accorder beaucoup d'énergie pour l'instant, parce que le ROI est pas du tout garanti. Et puis le troisième réseau, c'est Mastodon, qui a connu un pic d'utilisation en 2022 suite au rachat de Twitter, parce que beaucoup d'utilisateurs Twitter avaient migré sur ce réseau-là. C'est un réseau qui adopte essentiellement les mêmes codes que les 3 autres. La seule différence, c'est que c'est un réseau qui mise beaucoup sur le côté décentralisé, et donc qui crée une expérience utilisateur qui est un tout petit peu compliquée. Il y a beaucoup de friction quand on veut s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire sur des serveurs Mastodon qui sont pas forcément reliés les uns aux autres avec le reste de la communauté. Donc c'est pas une expérience qui est pas forcément aussi facile d'adoption que ce que peuvent proposer les autres réseaux, et ça le condamne probablement à rester un réseau de niche qui va héberger des communautés qui sont très proches des enjeux du libre et de l'open source notamment, mais pas forcément qui ne va pas forcément gagner une importance de grande ampleur dans les prochaines années. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive à vous apporter sur ce qu'on utilise comme alternative à X, parce que c'est encore un terrain finalement qui est très mouvant, mais en tout cas, ça vous donne un panorama des solutions qui existent et qu'il va falloir garder en tête du coup tout au long de cette année. Une fois qu'on a parlé de la partie microblogging, il y a aussi un réseau sur lequel on voulait revenir, qui est probablement le réseau le plus sous-estimé par les marketeurs IT B2B, qui est Reddit. Alors Reddit, ça va probablement rappeler des souvenirs à certains d'entre vous, parce que c'est un réseau qui a été créé en 2005, c'est le plus vieux réseau social encore en vie, on va dire. Il a vécu l'époque de MySpace notamment. Et c'est un réseau qui est resté un tout petit peu sous les radars dans toutes les années 2010, où finalement les réseaux sociaux ont globalement pris énormément d'ampleur, parce qu'il était moins visible, parce qu'il adopte les codes plutôt d'un forum de discussion
comme on avait dans les années 2000, et donc pas forcément un aspect social aussi poussé que ce qu'on a pu avoir sur d'autres plateformes. Néanmoins, c'est un réseau qui renaît de ses cendres parce que il a passé un partenariat avec Google l'année dernière qui lui a donné une visibilité énorme en termes de SEO. Et donc, on a des chiffres qui sont assez impressionnants sur lesquels je vais revenir dans un instant. Mais juste pour rappeler un tout petit peu le fonctionnement de Reddit. Reddit, c'est en fait une plateforme communautaire de discussion et d'actualité sociale. C'est-à-dire qu'on a plein de sujets qu'on appelle des subreddits, qui sont des espaces communautaires dans lesquels on va discuter d'un sujet en particulier, dans des thématiques assez précises. Et l'ambiance finalement sur ce réseau-là, c'est beaucoup de l'entraide, c'est-à-dire que c'est des débats qui sont plutôt constructifs, on amène des réponses, les gens posent des questions, etc. Et donc finalement, on a des codes qui sont propres à cette plateforme, qui sont assez installés depuis de nombreuses années et qui amènent finalement aussi beaucoup de valeur aux gens qui l'utilisent. Et c'est aussi pour ça qu'on a une visibilité aussi importante ces derniers temps, parce qu'en fait, c'est un réseau qui amène beaucoup d'informations très pertinentes dans des communautés qui sont micro-ciblées. Donc si on regarde finalement ce boost de visibilité que Reddit a eu, vous le voyez sur ce graphique là, en fait, on voit que depuis 2024, on a eu une énorme exposition de tous les contenus qui sont sur Reddit, et Reddit aujourd'hui, ça représente 1,2 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Donc c'est assez massif, et c'est un réseau qui est très très peu finalement investi par les marketeurs B2B et qui représente probablement une opportunité qu'il faut pas négliger en 2025, parce qu'il y a 140 000 communautés, donc c'est 140 000 subreddits qui sont des communautés sur des sujets très ciblés. Donc pour peu qu'il y ait des sujets qui soient en adhérence avec votre cœur de métier, votre expertise, c'est probablement l'occasion justement de développer une présence sur ce réseau-là, sachant que, pour reprendre un chiffre de l'étude de Meltwater, là, il y a 90% des équipes marketing qui déclarent ne jamais y poster ou ne pas du tout utiliser ce réseau-là. Donc ça reste encore quelque chose à explorer, et probablement ça recèle beaucoup d'opportunités pour nos stratégies marketing. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a également une plateforme publicitaire qui est associée à Reddit. Donc, on a la possibilité de sponsoriser des contenus ou d'afficher des publicités en display. C'est un peu ce qu'on voyait du coup dans la capture d'écran ici. Donc, le display violet là que vous voyez, c'est un exemple de publicité. Donc, c'est des publicités en plus qui sont assez visibles finalement dans le fil d'actualité des utilisateurs. Et de notre côté, chez Metico, on est en train de faire les premières expérimentations avec nos clients sur ce réseau-là. Alors, c'est encore un peu tôt pour donner des chiffres exacts, mais ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, les coûts d'utilisation de cette plateforme publicitaire sont assez bas par rapport à d'autres réseaux. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on va investiguer du coup tout au long de l'année 2025. Je finis par vous donner quelques bonnes pratiques par rapport à Reddit si vous voulez vous y intéresser. Parce qu'encore une fois, comme je disais, c'est une plateforme qui a des codes et qui sont historiques et sur lesquels les utilisateurs sont pas forcément très très habitués et très friands du fait que les marques viennent s'immiscer dans les conversations. Donc c'est vraiment un réseau sur lequel il faut y aller par petits pas, tester les prises de parole dans les différentes communautés sur lesquelles on peut apporter une certaine expertise, et surtout se concentrer vraiment sur le fait d'apporter de la valeur, parce que si on y va avec les gros sabots en mode promotionnel, ça risque d'être assez mal accueilli. Et donc notre recommandation, c'est plutôt d'essayer de commencer à apporter des différentes réponses dans les communautés dans lesquelles vous pouvez créer de la valeur, pour finir derrière par créer un subreddit qui soit spécifique à votre marque si vous estimez que c'est pertinent, et qui pourra finalement servir de base d'échange avec vos utilisateurs. On a vu qu'il y avait des cas d'usage qui prenaient de l'ampleur sur Reddit, notamment des marques qui utilisent leur communauté, leur subreddit pour collecter du feedback de la part de leurs utilisateurs. Il y en a qui s'en servent aussi comme un service client, notamment pour faire de l'assistance technique sur leurs outils, et plus globalement faire de l'échange de bonnes pratiques autour de leurs produits. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit-là qu'il faut garder en tête, et pas du tout un esprit où on viendrait faire de la promotion un peu sauvage de nos différents contenus et s'immiscer de manière un peu abrupte dans les différentes conversations. Voilà un peu pour le panorama. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé, du coup, qui va revenir un peu plus en détail sur un réseau qui nous intéresse particulièrement en tant que marketeur B2B, qui est LinkedIn. Merci Alexis. Donc effectivement, j'enchaîne sur LinkedIn pour vous partager un petit peu des bonnes pratiques.
Donc LinkedIn qui est le réseau incontournable, hein, on voit dans la page d'accueil où ils proposent leurs solutions pour les marketeurs, le nombre d'inscrits et leurs médailles en quelque sorte. Ça reste la plateforme numéro 1 pour les marketeurs IT B2B. Donc ce qu'on va évoquer là dans les minutes qui viennent, c'est un petit peu les formats LinkedIn qui fonctionnent le mieux. Vous faire un retour d'expérience sur la formule premium pour les pages entreprises. Parler aussi du personal branding et de l'essor des vidéos avec une recommandation forte sur l'association des dirigeants au cœur de votre stratégie LinkedIn. Et puis enfin, vous partagez quelques petites astuces et bonnes pratiques pour améliorer la performance des campagnes sponsorisées LinkedIn Ads. Juste avant, peut-être que pour certains, ce sera des évidences, mais peut-être pas pour d'autres. Donc, c'est toujours bien de rappeler quelques fondamentaux sur l'algo, le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn, hein, qui est très simple. S'il y a une philosophie à garder en tête, l'algorithme LinkedIn, ce qu'il veut, c'est garder les utilisateurs le plus longtemps possible sur la plateforme pour leur afficher un maximum de publicité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ce qui fait qu'évidemment, ce qu'on voit depuis plusieurs années, les gens font des posts et puis disent le lien externe est dans le premier commentaire. Oui, parce que toutes les publications qui ont des liens externes sont pénalisées par l'algorithme puisque ça ferait sortir l'utilisateur. Donc dans les principaux points à garder en tête cette année, c'est que les contenus du fil d'actualité sont de plus en plus personnalisés en fonction des interactions passées de chaque utilisateur. Comme on le voyait déjà beaucoup sur d'autres réseaux méta comme Facebook et Insta, plus vous interagissez avec les mêmes personnes ou les mêmes marques et plus vous verrez leur contenu. Donc ça, c'est un fait. Les stories et les réels qui avaient fait le succès d'Insta et de Facebook ont envahi LinkedIn. Donc désormais, sur LinkedIn, que ce soit sur mobile ou desktop, la priorité de l'algo est donnée aux vidéos et aux posts longs, aux posts avec beaucoup de contenu rédigé, puisque avec le scroll, ça fait l'utilisateur reste plus longtemps sur la plateforme, donc l'engagement augmente et donc ça récompense finalement aussi les créateurs de contenu qui font attention à partager des contenus pertinents. Hein. C'est comme ça qu'on a vu pas mal d'influenceurs se dégager, sortir du lot. Et puis un point qui est important, hein, vous vous souvenez, pour ceux qui savent ou pour ceux qui ne savent pas, je vais l'expliquer, mais l'algo de LinkedIn fait en sorte que lorsque vous postez une publication, elle est poussée à un échantillon de la communauté. Donc les abonnés, les gens avec qui vous êtes en relation en tant qu'individu, puis les abonnés de la page entreprise. Et suivant comment cet échantillon va réagir, à ce moment-là, la publication va être amplifiée ou pas. Elle va être diffusée davantage à vos abonnés, à vos contacts, etc., etc. Eh bien, cette échelle de temps, elle s'est encore raccourcie ces derniers mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le niveau d'interaction de la première heure qui suit votre publication qui va conditionner l'amplification de la portée organique de départ. Donc, comme je le disais, l'échantillon au départ est très faible, hein, moins de 10% de votre communauté. Et s'il y a beaucoup d'interactions dans la première heure, à ce moment-là, le post va être amplifié par l'algo et il sera diffusé à d'autres personnes de votre communauté. Donc, pour nous, il y a une préco qui en découle, qui est évidente, c'est d'encourager les interactions dans vos posts pour augmenter le taux d'engagement. En revanche, notre conseil et les retours d'expérience qu'on a sur l'algo montrent qu'il faut que cet encouragement pour les interactions soit raisonnable et intelligent. Si vous taguez trop de personnes dans le post de manière brute, ça fonctionnera moins bien que si vous taguez quelques personnes et que vous leur posez une question intelligente et pas double-cliquer pour dire que vous avez aimé, enfin cliquer pour dire que vous avez aimé ou des choses comme ça, mais que vous posez une question intelligente qui amène des commentaires et que vous prévoyez éventuellement un premier commentaire pour taguer d'autres personnes, que ce soit quelqu'un d'autre dans la société qui fasse ce premier commentaire et qui tague encore quelques personnes supplémentaires, et bien là, ça va permettre d'augmenter le taux d'engagement de manière qualitative. Et c'est la préco qu'on vous donne, avec celle évidemment de faire de la publicité si ce n'est pas encore le cas sur ce réseau. Au niveau des formats, les formats qui fonctionnent et les formats qui fonctionnent moins bien, donc sans surprise, les posts avec des photos ou vidéos courtes de collaborateurs surperforment clairement. Si on fait la moyenne sur une année d'un de nos clients où il y a beaucoup de posts sur les réseaux sociaux,
la moyenne du taux d'engagement, donc les interactions sur impression, tout au long de l'année, elle est entre 7 et 10%. Mais lorsqu'on est sur des photos ou vidéos plutôt à vocation interne, plutôt des actualités internes, à ce moment-là, le taux d'engagement moyen, il monte en moyenne jusqu'à 60-70%. Donc, on voit vraiment que faire des posts avec des photos et des vidéos favorise un taux d'engagement élevé. Au niveau des formats, pour les comptes qui ont peu d'abonnés, donc il y a quand même des éditeurs de logiciels et des ESN qui n'ont pas tous la chance d'avoir des communautés de 5 000, 10 000 ou 20 000 abonnés. Donc quand il y a quelques centaines d'abonnés, on voit que les partages de vidéos, les documents PDF ou les carousels fonctionnent nettement mieux. Ils doivent être privilégiés dans la stratégie de community management au départ. Et puis, bien évidemment, c'est une surprise pour personne, je pense, mais les comptes individuels performent mieux que les pages entreprises. Oui, c'est sûr. C'est la stratégie de LinkedIn. Et puis, de toute façon, LinkedIn, pour les pages entreprises, veut que les entreprises fassent de la publicité. Donc, la portée, l'amplification organique des posts est très faible. Et à mon avis, enfin notre avis à tous, on est au tout début de l'offre premium pour les pages entreprises. S'ils veulent lui donner de l'ampleur, ils limiteront encore plus la portée organique des publications des pages entreprises. Donc les comptes individuels vont compter de plus en plus, c'est un point à garder en tête. Et ce qui fonctionne moins bien, sans surprise, le partage de liens externes, que ce soit des articles de blog sur votre site ou des actualités. C'est ce qui fait que depuis longtemps, les gens les mettent en premier commentaire dans leurs publications. Si toutefois, sur la page entreprise, ça a toujours du sens de publier ses actualités, etc., notre recommandation est qu'elle soit rapidement commentée si on veut essayer d'augmenter l'amplification du post. On voit aussi que les publications trop corporate, trop promotionnelles, qui sont sans réelle valeur ajoutée, fonctionnent vraiment moins bien. Elles génèrent vraiment peu d'interactions et en général, leur diffusion dépasse pas le cadre des aficionados, donc voilà, de vos salariés puis de vos ambassadeurs internes qui interagissent avec toutes les publications, like, sans lire ce que vous avez publié sur la page entreprise. Donc en général, on dépasse difficilement ce premier stade. On s'est aperçu aussi que si vous publiez des photos ou des images avec beaucoup de texte, force est de constater qu'elles génèrent moins d'interactions que lorsqu'on est sur des photos ou des images avec moins de texte. Et puis enfin, on sent poindre une forme de discernement des membres LinkedIn. Il y a de plus en plus de posts qui sont générés par l'IA, c'est évident, ça fait gagner du temps et puis ça évite le syndrome de la page blanche. Toutefois, ils se ressemblent de plus en plus et on s'aperçoit que des posts générés par l'IA avec peu d'intervention, peu de reformulation humaine pour y mettre une patte un peu plus personnelle, un peu plus de connivence avec son audience, fonctionnent déjà moins bien. L'essor des vidéos courtes, je prenais quelques exemples ici avec certains de nos clients et puis une influenceuse dans la cyber, où voilà, on voit des publications avec des petites vidéos courtes très corporate, avec la description d'une expérience RH. Un de nos clients qui pour sa marque employeur a fait des vidéos très décalées. Là, on voit un jeu entre deux collaborateurs sur le buzz. Un autre de nos clients qui a fait des vidéos très pédagogiques sur des sujets experts, typiquement le reporting CSRD dans le cadre fait par les équipes de contrôle de gestion. Donc une vidéo experte, pédagogique, qui crée de la valeur, une vidéo qui est courte, mais qui permet déjà de répondre à certaines questions qu'on se pose. Et puis à droite, vous voyez un exemple de plus en plus classique et qu'on voit de plus en plus, avec Yasmine Douadi, je ne sais pas si certains la suivent, qui est une influenceuse dans la partie cyber. Et là, on voit une vidéo avec un intervenant de Orange Cyberdéfense et Proofpoint qui intervient. Donc voilà, donc l'essor des vidéos est de plus en plus important, et puis on y reviendra spécifiquement à la fin. On va vous partager maintenant un retour d'expérience sur la formule LinkedIn Premium, qui est assez récente. Donc qui coûte 70 € par mois, je crois. Mais pour l'instant, les fonctionnalités sont assez gadgets. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire, la formule LinkedIn Premium? Ça permet de rajouter un bouton de call to action personnalisé. On voit qui a consulté sa page entreprise, mais attention, c'est limité à une vue d'une personne par jour. Voilà, on peut rajouter un témoignage
d'un de nos clients personnalisé. On peut mettre des éléments en vedette. Il y a une assistance à la rédaction de posts par l'IA. Et puis, on peut inviter automatiquement les membres qui interagissent avec votre contenu à suivre votre page. Et puis, on a le logo LinkedIn Premium. Concrètement, comment ça se traduit ? Ça se traduit de la manière suivante. Si vous voyez la page d'accueil Magnetic Way, eh bien, on va avoir les boutons de call to action personnalisés qui vont être ajoutés, consulter le site web, et puis au-dessus, on va avoir un extrait d'une citation d'un de nos clients et un lien vers les témoignages. Donc tout ça, c'est visible dès l'entête de la page entreprise. On va retrouver également à la fin de la rubrique vue d'ensemble les temps forts avec des liens qu'on peut ajouter, et puis aussi la possibilité de faire une sélection de posts sur la page. Ces éléments se retrouveront également dans les résultats de recherche. Donc quand on recherchera votre page entreprise, dans les résultats de recherche apparaîtront le lien vers le bouton d'action personnalisé que vous aurez défini. Donc là, voir le site web apparaît directement, ainsi que les témoignages. Donc vous avez les deux exemples de résultats de recherche. Voilà. Donc je passe vite sur cette offre qui, pour nous, à ce stade, a peu d'intérêt. Et sauf pour les gros annonceurs LinkedIn. Pourquoi ? Parce que du coup, son coût reste mesuré, 850 € hors taxe par an. Donc pour ceux qui sont des gros annonceurs sur LinkedIn, l'effet positif qui peut être intéressant, c'est que ça permet, comme il y a le bouton s'abonner qui est mis en avant, ça va favoriser la croissance du nombre d'abonnés grâce aux publicités que vous ferez. Alors justement, puisqu'on parle des publicités, on voulait aussi vous partager quelques idées et bonnes pratiques. Une première qui est pour ceux qui démarreraient sur LinkedIn, un bon ciblage, c'est pas forcément celui que nous conseille LinkedIn. Pardon, puisqu'on voit ici dans la première capture d'écran que la taille d'audience recommandée par LinkedIn, c'est 50 000 membres. Chez nos clients, on a parfois des ciblages de quelques milliers, moins de 10 000, quelques milliers de contacts, et en général, c'est rare qu'on dépasse les 30-40 000 grand maximum. Il est vraiment préférable d'avoir une audience bien ciblée, à qui on va pouvoir diffuser un message personnalisé, plutôt que de laisser une grosse audience, parce que dans ce cas, le budget file vite, on le dépense rapidement. Ce qui est la stratégie de l'algo LinkedIn pour les publicités, c'est de vous faire dépenser votre argent le plus vite possible pour qu'il puisse afficher un maximum de publicités d'annonceurs aux membres du réseau. Donc nous, voilà, on privilégie plutôt des petites audiences, pas trop petites non plus, mais voilà, quelques milliers, ça peut être très très bien dans certains cas. Il y a aussi des nouveautés dans les campagnes. On peut désormais sponsoriser des images de type GIF animé, ainsi que vos newsletters, puisque les newsletters, qui est une nouveauté des dernières années, qui avait eu beaucoup qui avait très très bien démarré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de newsletters. Donc c'est assez dur d'y voir clair, et LinkedIn permet désormais aussi de sponsoriser ces newsletters, ça peut être intéressant. Puis il y a le retour des messages email, donc à voir comment ça évolue. Sachez cependant que les membres peuvent refuser dans leurs préférences. Récemment, on nous a demandé sur LinkedIn d'accepter un certain nombre de paramètres de confidentialité. Eh bien, dans ce paquet, il y avait à l'intérieur des préférences pour les réactions publicités. Donc, les personnes qui gèrent leurs préférences vis-à-vis des publicités peuvent se désinscrire. Et puis enfin, il est possible pour les marques, donc les pages entreprises, de sponsoriser des publications de leurs collaborateurs. C'est ce qu'on appelle les Thought Leader Ads. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça permet de favoriser l'apparition d'ambassadeurs autour de la marque, puisque les profils perso comptent plus que les profils page entreprise dans l'algo, et donc de sponsoriser leurs posts pour essayer de faire de l'acquisition. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, en gérant un petit peu tous ces formats publicitaires et en faisant un bon travail sur les audiences, notamment avec des ciblages classiques par les secteurs d'activité que vous ciblez, les fonctions dans l'entreprise, mais également des ciblages en mode ABM un peu plus évolués, donc sur des cibles plus restreintes. Et puis aussi avec des choses que nous, on a testé et mis en place avec des campagnes en cascade.
Donc voilà, qui est en suivant un peu plus le funnel marketing, générer de l'engagement de masse et puis faire du retargeting ciblé sur ces interactions pour faire des campagnes avec un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau, donc 3 campagnes imbriquées, ce qui est possible qu'avec un certain niveau de budget. Eh bien, on arrive, nous, à surperformer les moyennes globales annoncées par LinkedIn. Donc là, vous voyez la moyenne 2024 de nos clients, de tous nos clients confondus, avec un CTR supérieur à celui de LinkedIn, un coût au clic inférieur et un coût au lead final aussi inférieur à la moyenne LinkedIn. Toujours sur LinkedIn Ads, quelques petites astuces et quelques petits conseils. Évitez la stratégie d'enchère diffusion max. C'est le meilleur moyen de perdre la maîtrise sur vos enchères. Or, c'est quand même le premier conseil qu'on vous donne. Désactivez les expansions d'audience. Il y a 2 paramètres. Décochez la première case pour ne pas activer l'expansion de l'audience au profil qui ressemblerait au vôtre. Et puis, bien sûr, restez sur LinkedIn, désactivez le placement sur LinkedIn Audience Network. Privilégiez aussi le format génération de leads. C'est plus facile à traquer. C'est ce qui vraiment fournit les meilleures performances chez nos clients dans les campagnes. Et puis, quand vous faites de l'A/B testing de plusieurs publicités, veillez à bien choisir l'option d'alternance égale pendant le temps que vous faites l'A/B testing, quelques jours ou quelques semaines si c'est des campagnes sur du plus long terme. Mais veillez à activer ce paramètre alternance égale pour être sûr d'évaluer les performances de manière objective et prendre la bonne décision à la fin du test. Et donc, pour conclure sur cet aspect LinkedIn, si vous deviez garder en tête 3 préconisations pour 2025, en synthèse, ce serait créer de la valeur et de bien utiliser les ambassadeurs. Créer de la valeur, c'est de dire, plutôt que de vouloir prendre la parole dans tous les sens, privilégier des prises de parole qui créent de la valeur pour votre audience. Ça peut paraître évident, mais bon, c'est peut-être bien de le rappeler. Donnez votre avis, partagez des connaissances, commentez une actualité. Veillez toujours à ce que ce soit pas trop égocentré, trop promotionnel. Et voilà, cherchez de l'authenticité. Je pense que l'IA peut donner des bonnes idées. Mais on commence à se dire que c'est pas mal aussi d'avoir un ton plus personnel, notamment pour les publications individuelles, et d'aller à rebours de cette rédaction qui désormais se ressemble de plus en plus. Bien travailler aussi vos visuels et puis intégrer des vidéos et carousels dans vos publications. Ça nous paraît essentiel. La deuxième chose, c'est de bien positionner l'usage des pages entreprises, des pages perso. Donc là, clairement, les pages entreprises doivent rester la vitrine et l'élément principal de réassurance de votre entreprise. Donc, conservez un socle plutôt sérieux expert. Et là où les pages perso de vos collaborateurs, qui peuvent être des ambassadeurs, donc plutôt des dirigeants ou des collaborateurs stables dans l'organisation, c'est un moyen d'incarner sur une personne davantage d'expertise, de partager les valeurs, l'ambiance de travail. J'y reviendrai dans la 3e colonne. Et dans ce cas, s'il y a des postes qui sont importants pour vous, eh bien oui, désormais, il vaut peut-être mieux qu'ils soient partagés en premier par un poste d'un dirigeant, d'un ambassadeur qui taguera l'entreprise et l'entreprise republiera sa publication sur la page entreprise. Et donc, c'est le conseil numéro 3, de mobiliser les ambassadeurs à bon escient sans course au like, puisque dans l'algo, pour ceux qui ne le sauraient pas, les likes ont très très peu d'impact comparé aux commentaires et aux republications avec ajout d'une prise de position d'un commentaire. Donc, il faut solliciter les équipes de manière raisonnée et pour qu'elles augmentent la portée des publications et pour cela, qu'elles apportent de l'expertise en commentaire ou en republication en adoptant un ton plus personnel et moins corporate, davantage en fonction de leur personnalité, et voire même d'ajouter des commentaires off
comme on le voit de plus en plus, c'est-à-dire sur des publications à vocation RH, marque employeur, vie de l'entreprise, voilà, et bien ne pas hésiter à ce que certains collaborateurs partagent un petit peu des commentaires sur le off caméra, en disant voilà qu'est-ce qui se passe en coulisses dans l'entreprise autour de cet événement. Et puis, bien entendu, la dernière recommandation, ce sera la bonne utilisation des vidéos. Et pour ça, je repasse la parole à Alexis. Oui, merci Hervé. On va revenir du coup rapidement sur les 5 dernières minutes qui nous restent là sur une prise de recul aussi sur le format vidéo. On l'a dit, hein, le format vidéo, il prend de plus en plus d'ampleur dans nos dispositifs marketing, et on a essayé de synthétiser un tout petit peu les grands enseignements qu'on y voit. Déjà, alors pour revenir sur une notion un petit peu statistique et étude par rapport à l'usage de la vidéo. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse croissance de l'usage des formats vidéo. On a vu cette stat là par rapport à l'ennemi, notamment qui disait que la croissance était de plus 34% par an d'usage de la vidéo. Donc on voit vraiment que c'est un média qui pousse assez fort dans les stratégies de contenu. On voit également que les vidéos, elles ont tendance effectivement à se raccourcir de plus en plus, et notamment dans la lignée de toutes les formats TikTok, YouTube Short, etc., qui sont extrêmement viraux et qui suscitent beaucoup d'engagement dans les réseaux très grand public, et du coup qui commencent à influencer les autres plateformes, et notamment LinkedIn, comme le disait Hervé, qui commence à récupérer aussi ce format-là pour l'intégrer dans ses pages. Et la réflexion qu'on peut se faire par rapport à ça, c'est que les utilisateurs, ils vont être soumis à une offre de plus en plus pléthorique de contenu vidéo, et donc forcément, ils iront consommer finalement celui qui leur apporte le plus de valeur, en tout cas, ou celui où ils perçoivent le plus de valeur. Donc évidemment, c'est aussi un signe que tout ce qui va être contenu promotionnel et un peu maladroit de ce point de vue-là, finalement va être relégué avec une visibilité très très faible par rapport à d'autres contenus qui vont apporter beaucoup plus d'informations, qui vont décrypter des sujets métiers, etc. Donc ça, c'est la première chose. Un des aspects qui fait que ces formats vidéo fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux, c'est que il y a un des signaux que vont analyser les algorithmes des plateformes, et notamment celui de LinkedIn, c'est la capacité d'un post à être un scroll stopper. Donc quand on fait défiler le fil d'actualité, évidemment, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens s'arrêtent sur notre contenu, et le fait que les vidéos soient, pour la plupart, lancées en autoplay, fonctionne bien de ce point de vue-là, et donc ça donne finalement un signal assez positif pour les algos, et ça a tendance à booster la visibilité de ces contenus-là. C'est aussi pour ça qu'on recommande de sous-titrer ces vidéos, puisque les vidéos, elles sont consommées de façon très majoritaire sans le son, et donc il faut que pour que cette vidéo ça puisse être consommée sans son, il faut qu'on la sous-titre. Les formats, ce qu'on remarque, c'est que les formats les plus spontanés fonctionnent bien et même surperforment les vidéos qui sont tournées de façon très léchée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils créent une proximité finalement avec votre interlocuteur en tant que marque. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, il vaut mieux alors travailler. Il y a un aspect qu'il faut absolument travailler, c'est le son. Évidemment. Quand on lit une vidéo avec le son, il faut que le son soit agréable, sinon c'est contre-productif. Par contre, c'est pas la peine de adopter un studio de tournage avec des éclairages super évolués, etc. Souvent, les formats les plus spontanés face à une source de lumière naturelle et filmés au téléphone fonctionnent assez bien et sont de toute façon beaucoup moins lourds à créer, donc créent plus de récurrence. Et puis la dernière chose, c'est probablement logique, hein, mais la vidéo, elle permet une bien meilleure rétention de l'information, et donc c'est aussi un facteur qui fait que ce canal-là, ce média-là, est plus efficace en termes de vecteur pour vos messages que des posts qui sont par exemple essentiellement basés sur du texte. Ce qu'on oublie peut-être aussi un tout petit peu, c'est que les vidéos, elles ont un rôle à jouer en matière de SEO. Alors on dérive légèrement par rapport à notre sujet, mais il faut quand même l'avoir en tête. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Et on voit que notamment dans les générations les plus jeunes, elles adoptent finalement ce mode de recherche
de façon assez massive. Donc évidemment, c'est un outil de visibilité qu'il faut absolument pas négliger. D'autant que Google laisse de plus en plus de place dans ses pages de résultats à des vidéos, et notamment les vidéos YouTube. Donc c'est aussi une façon de faire gagner sa marque en visibilité, notamment organique, d'un point de vue SEO. Même si c'est un effet de bord et qu'on n'est pas vraiment sur les stratégies médias sociaux, mais en tout cas, voilà, il faut garder ça en tête parce que souvent c'est aussi une façon de donner un ROI encore supplémentaire à son contenu. Nous, on divise les formats vidéo en trois formats. Donc, on a la vidéo courte, la vidéo un peu plus longue, sans forcément être une vidéo de 10 minutes. On est plutôt sur un format de 1 à 2-3 minutes. Et la vidéo live. Et pour nous, elles remplissent des objectifs qui sont bien différenciés. La vidéo courte, on en a parlé, c'est la vidéo qui se consomme directement depuis le fil d'actualité, qui va permettre de mettre en avant soit des experts, des clients qui vont apporter un témoignage, filmer pourquoi pas les coulisses de vos entreprises pour justement avoir un contenu qui crée de la proximité avec votre audience, qui sert aussi la marque employeur, et puis des décryptages très courts de certaines tendances. Et là, pour le coup, ces formats, ils sont très adaptés évidemment à LinkedIn, comme on en parlait, mais c'est aussi des formats qu'on va pouvoir rentabiliser sur YouTube, sur Instagram également, quand c'est pertinent. En B2B, parfois Instagram est aussi un canal qu'il faut aller explorer. Donc c'est vraiment le format favori et dont il faut s'approprier finalement les codes parce que c'est souvent le format qui est le plus consommé. Ensuite, on a les vidéos, donc comme je disais, un peu plus longues, où là, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail dans certains sujets, notamment des sujets d'expertise, ou alors des contenus un peu plus éducatifs ou qui montrent comment utiliser vos différents produits quand vous faites du logiciel. C'est des formats qui, du coup, on va avoir tendance à être moins visibles de façon organique sur les fils d'actualité. Donc là, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt d'utiliser un mix entre des formats courts et des formats longs, parce que les formats courts peuvent servir finalement de teaser ou de format promotionnel pour vidéos un peu plus longues. Mais en effet, du coup, les vidéos longues ont tendance à être moins mises en avant par les algorithmes naturellement. Pour autant, ça reste quand même des formats qu'il faut travailler parce qu'on peut les utiliser à des fins qui sont pas possibles du coup avec les vidéos courtes. Puis le dernier format, c'est évidemment les formats live et webinaires. On sait que LinkedIn du coup pousse aussi sa plateforme LinkedIn Live pour héberger toutes sortes d'événements en direct, que ce soit des webinaires, des annonces, des formats qui sont beaucoup plus participatifs. Et ça, évidemment, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête parce que c'est un format qui crée beaucoup d'engagement et qui finalement permet, comme vous le faites aujourd'hui, d'échanger sur des durées un peu plus longues, mais avec un format très, très interactif. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer finalement dans sa stratégie au niveau vidéo. Et je finirai juste par vous donner du coup les quelques bonnes pratiques que nous on recommande à nos clients quand on commence à travailler des formats vidéo. Évidemment, j'y reviens, j'en ai parlé, c'est aller droit au but dans vos vidéos. Ça sert à rien de créer des génériques, ça sert à rien de créer des intros trop longues. L'idée, c'est vraiment d'attraper l'intention des utilisateurs dans les premières secondes. On peut même éventuellement mettre une intro après les premières secondes, mais c'est vraiment ce rôle de scroll stopper là sur les fils d'actualité qui va garantir finalement la viralité de vos contenus. Le sous-titrage, j'y reviens, c'est 80% des vidéos qui sont vues sans le son, donc c'est incontournable. Aujourd'hui, on n'a plus le choix que de sous-titrer ces vidéos. Évidemment, l'idée, c'est de créer de l'engagement, donc plus on va inciter les gens à interagir avec la vidéo en posant une question, en leur demandant de laisser leur avis, etc., plus on garantit aussi la visibilité organique. Puis comme je disais, le mixage entre des formats courts et des formats longs peut servir finalement dans des stratégies un peu plus complexes. On va extraire du coup des formats un peu plus courts qui vont servir de teaser ou de contenu promotionnel pour nos vidéos un peu plus longues. Je m'arrête là, on est arrivé au bout du contenu pour le webinaire. Hervé, on va peut-être avoir le temps de prendre quelques questions s'il y en a dans le... Eh bien, avec plaisir. Effectivement, j'étais en train de regarder un petit peu les questions. J'en vois une donc de Vanina. Bonjour. Pour mettre en place un formulaire de lead gen sur LinkedIn, est-on obligé d'avoir la fonctionnalité premium? Non. Du coup, dans les options gratuites, dans les options classiques, de la page entreprise, il y a la possibilité
d'ajouter un formulaire lead gen. Et puis ensuite, bien sûr, c'est l'objet des campagnes sponsorisées de proposer des formulaires lead gen directement sur LinkedIn sans sortir. Et c'est effectivement un format qui fonctionne très bien. J'ai vu aussi qu'il y avait la question des créneaux horaires. Donc, les créneaux horaires, il y a autant de... je pense qu'il y a plein de réponses. Il y a quelques années, tout le monde ne jurait que par le mardi et le jeudi. Ensuite, on nous a expliqué qu'il fallait le faire tôt le matin. Ensuite, on nous a dit le vendredi midi. Bon, là-dessus, c'est compliqué d'avoir une ligne de conduite unique qui soit toujours la bonne. Je pense que le test and learn est essentiel pour chaque marque, chaque page entreprise et chaque community manager. Toutefois, on voit bien que si on recoupe toutes les études qui sont faites sur les meilleurs horaires pour publier sur LinkedIn, on voit bien qu'il y a quand même un pic généralement le matin avant 10 heures. Donc voilà, donc privilégier des posts tôt le matin entre 7h et 9h peut être une bonne idée, sous réserve que vous ayez la réactivité pour l'amplification du post organique. C'est-à-dire que si vous faites tôt le matin, que les premiers commentaires, etc., vous ayez quand même, vous vous assuriez que ça prenne, ou qu'il y ait des gens qui aient prévu, voilà, d'interagir sur vos publications pour essayer un petit peu d'augmenter l'amplification de la portée dans les heures qui suivront dans la matinée. Mais là, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de faire des études de votre côté sur vos pages en fonction de vos communautés. Ce qui fonctionne pour l'un fonctionnera pas forcément aussi bien pour l'autre aux mêmes horaires. Ça dépendra aussi des sujets que vous posterez. Certaines personnes seront plus enclins à interagir sur des posts experts sur des sujets de veille, typiquement à certains horaires. A contrario, ils auront le commentaire facile sur des actus internes à d'autres horaires. Enfin voilà, donc là, je vous encourage à tester et à apprendre de votre côté. Et avec un petit peu ce trait commun, c'est plutôt le matin. Je vois aussi une question sur les blogs. Donc, sur les blogs, comment on peut les utiliser pour la stratégie de contenu LinkedIn? Ça dépend de la nature de vos articles de blog. Est-ce que ce sont des articles rédigés par une personne que vous mettez en avant? Auquel cas, la recommandation dans ce cas-là, ce serait plutôt que ce soit cette personne qui est affichée comme autrice de l'article de blog, qui publie en premier l'article de blog et en taguant l'entreprise, en mettant le lien dans le premier commentaire. Si je prends toutes les bonnes pratiques qui ont été évoquées depuis le début. Donc voilà, donc ça peut être ce point-là. Si c'est des blogs très corporate pour l'entreprise, la publication via la page entreprise et puis ensuite le repartage par les collaborateurs. Voilà, en tout cas le blog reste un moyen essentiel, très adapté de partager votre expertise, de mettre en avant la valeur que vous pouvez créer avec vos solutions, vos services pour votre audience. Donc, je pense que c'est un contenu essentiel. Et puis, ça rejoint une autre question, puisqu'il y a des gens qui se posent des questions entre vidéo et carrousel. Un article de blog où vous allez développer votre expertise sur un sujet, ça peut très bien ensuite se transformer en un carrousel en reprenant 3 conseils clés, 3 idées clés. Parce qu'il faut que les carousels, ça reste succinct. Les carousels où il y a des tonnes de textes, personne les lit. Les carousels aussi où il y a une super phrase d'accroche inspirée par l'IA et puis ensuite tous les slides qui suivent sont très décevants. Ça génère aussi de la frustration dans son audience et en général ils interagiront moins avec le carrousel suivant. Donc attention non plus, c'est pas le format en tant que tel qui va être créateur de succès, c'est beaucoup la valeur ajoutée, l'expertise que vous allez réussir à illustrer de manière succincte dans les carousels ou dans les vidéos. Pareil je rebondis toujours sur mon article de blog. L'article de blog où vous avez travaillé un sujet,
vous êtes donné du mal pour partager votre expertise, vous avez un contenu expert qui va faire 800, 1000, 1200 mots, eh bien, le résumer en une vidéo de 60 secondes, voire 1 minute 30 pour les plus longues, et en faire un carrousel, c'est une très 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 bonne pratique, voilà, de faire un contenu polymorphe, comme je dis parfois, voilà, de donner différents formats à son contenu d'origine sur le fond. Donc voilà. Il y a une question, Hervé, de Muriel aussi qui posait la question de comment gérer une page qui doit communiquer en 2 langues. Alors là, pour le coup, LinkedIn intègre cette fonctionnalité dans les pages, c'est-à-dire qu'on peut cibler ces posts aux utilisateurs d'une langue en particulier. La seule petite contrainte, c'est qu'il faut de mémoire avoir un minimum 300 abonnés qui utilisent LinkedIn dans cette langue-là. Donc avant de pouvoir cibler, si vous avez une page en anglais, une page en français, avant de pouvoir cibler les utilisateurs anglophones, il va falloir faire grossir un petit peu la communauté, ce qui est pas forcément très aisé au début. Donc peut-être que là, une petite campagne de notoriété LinkedIn Ads peut aider dans ce sens-là. Mais dès que vous aurez passé ce palier-là, après derrière, vous pouvez faire des posts organiques qui ne s'affichent que pour certains utilisateurs en fonction de la langue d'utilisation de LinkedIn. Exactement. Et puis voilà. Et je vois une dernière question. C'est important de réagir vite aux interactions de son post ou réagir après 24 heures. On prolonge la durée de vie, donc j'imagine du post. En fait, je pense qu'il y a 2 réponses. Je pense que c'est important de réagir aux interactions sur ces posts vis-à-vis de la personne qui a interagi. Voilà, lui, si elle pose une question, si elle fait un commentaire, etc. Enfin, je pense que c'est important de lui répondre. Donc ça, c'est première optique de la réponse, hein, c'est de valoriser la personne qui a interagi avec vous en lui prêtant de l'attention et en lui répondant, première chose. En revanche, si c'est fait 24 heures après, la personne, elle le saura. Voilà, elle verra, elle sera notifiée que vous avez répondu à son commentaire, etc. Donc ça, le premier objectif est atteint. Bon, en revanche, si au bout de 24 heures, le fait de répondre à une interaction n'aura que l'impact sur l'amplification de la portée organique du post sera vraiment mineur. Donc voilà. Donc là, du coup, ça aura plus trop d'impact. C'est vraiment un constat en 2024 qu'on a fait tout au long de l'année. Avant, l'échelle de temps sur LinkedIn, c'était vraiment la demi-journée. Voilà, on voyait bien que les interactions qui suivaient, dans les heures qui suivaient, étaient déterminantes pour l'amplification de la portée organique. Là, on voit bien que c'est la première heure qui compte, hein. C'est ce qui va arriver très rapidement qui va déterminer. S'il y a que des likes, pas de commentaires, c'est ce que je dis, ça ira pas plus loin que les aficionados, qui est ma manière de résumer l'échantillon de base que LinkedIn fait quand sur la portée organique, hein, échantillon qui est quelques pourcents, hein, c'est vraiment très faible par rapport à vos abonnés à la page entreprise ou vos contacts. Donc ceux qui likent tout le temps, vos amis, vos collègues, le voisin de bureau, etc., eux, ils le verront, mais ça ira pas beaucoup plus loin. En revanche, voilà, s'il y a beaucoup d'interactions dans la première heure, ça augmentera la portée organique. Avec aussi un constat, il faut essayer d'éviter de modifier les publications juste après leur publication, notamment dans la première heure. Voilà, je pense qu'il faut, c'est un des points aussi qu'on avait aussi relevé dans des études externes sur le blog du modérateur ou d'autres sites comme ça qui régulièrement publient des conseils sur LinkedIn. Voilà, il faut éviter de modifier le post dans la première heure qui suit sa publication. Voilà, je sais pas si Alexis, bon, on a débordé puisqu'il est midi. Ouais. Je sais pas si Alexis, tu avais vu d'autres questions, si on a fait le tour. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est à la limite, on fera un petit retour par email à tous les participants. On traitera les différentes questions qui n'ont pas été adressées là et on fera une petite réponse formalisée par retour de mail et puis on vous enverra un petit extrait des slides aussi pour que vous ayez ça à disposition. Ça marche. Et merci beaucoup à tous et de vous être connectés, d'être restés jusqu'au bout. Et puis, très belle journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir.